Dominant Design ne se fabrique pas en un jour. Nous voilà devant un nouvel objet hybride, le fardier de Cugnot. Hybride d'un chariot qui pouvait être tracté par la force animale et d'un système de machine à vapeur. Pour nous en parler plus en détail, nous avons convié aujourd'hui Cédric Mastellari, médiateur au musée, pour nous en parler. Alors, quel est cet objet ? Bien, il s'agit du fardier de Nicolas-Joseph Cugnot, qui est un ingénieur militaire, en fait. Et ce fardier, même s'il s'agit d'un anachronisme pour l'époque de Cugnot, puisque le premier modèle date des années 1769, peut être considéré comme la première automobile. Comme le signifiait effectivement Loïc, on va remplacer l'attraction hippomobile animale par un phénomène motorisé, par une force motorisée. Et évidemment, à l'époque de Cugnot, la seule source de moteur, c'est la machine à vapeur. Si bien que dans cette première automobile, on va retrouver les 4 éléments essentiels qui permettront d'un mouvement de translation de créer un mouvement rotatif et continu. Nous avons donc la chaudière, effectivement, un moteur à 2 pistons cylindres, une transmission qui en convient est un petit peu particulière et la roue motrice avant. On notera aussi la présence effectivement sur ce fardier de Cugnot d'un guidon, un volant, ainsi que d'un frein à bascule qui, grâce effectivement en appuyant, permettra de planter 2 griffes dans le bandage crénelé effectivement de la roue avant. Ça permet une meilleure adhérence. Alors cette chaudière, nous avons effectivement une trappe à l'avant qui permet d'enfourner une certaine quantité de bois. L'eau, on vaporise l'ensemble et grâce à cette tubulure, eh bien, on va conduire tout simplement cette vapeur vers nos 2 pistons cylindres, notre moteur. Moteur qui a sans doute été inspiré à Cugnot par les machines de Thomas Newcomen, l'Écossais Thomas Newcomen. On a donc effectivement 2 pistons cylindres. Il faut donc pouvoir envoyer alternativement un coup la vapeur dans le cylindre de droite, un coup dans le cylindre de gauche. Et ce système de distribution est bel et bien une invention de Cugnot. Il s'agit d'un robinet à double voie qui alternativement mettra en contact chacun des pistons cylindres, effectivement, avec soit la tubulure de vapeur pour le temps d'admission, soit avec l'atmosphère pour le temps d'échappement. Alors ce mouvement, effectivement, de translation de chaque côté est relayé à la roue par la transmission. Il s'agit d'une transmission en cliquetage, à roue à rocher, effectivement. Alors comment cela va-t-il fonctionner? Nous avons tout simplement l'axe du piston qui aboutit à ce petit cliquet. Et ce cliquet, effectivement, lorsque le piston remonte, va venir engrainer l'un des 4 secteurs de cette roue à rocher. Sous l'effet de la descente, eh bien, je fais tourner la roue d'un quart de tour et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Il est bel et bien parvenu, effectivement, à son objectif. Le mouvement de translation du piston est transformé en mouvement rotatif et continu, ce qui explique effectivement que ce fardier de Cugnot est une traction avant. Alors, il y a eu sans doute un premier modèle dès 1769, auquel sans doute Cugnot travaille dès les années 1763. Il se fait connaître de duc de Choiseul, qui est ministre de la Guerre, via le général d'artillerie Gribeauval. Et dans un premier temps, Choiseul choisit de financer effectivement la mise au point de ce premier prototype qui sera essayé quelques jours avant le 23 octobre 1769. Ça donnera peu de résultats. En 1 heure, il aurait parcouru, disent certains comptes rendus, un quart de lieue, c'est-à-dire moins d'1 kilomètre. Néanmoins, Choiseul décide effectivement de poursuivre l'aventure et il finance la construction du fardier qui est devant vous, à la hauteur de 20 à 22 000 livres, ce qui correspond à 200 000 euros actuels. Il sera, semble-t-il, essayé 2 fois, une première fois dans le parc de Vanves, devant Louis XV et sa cour, et une deuxième fois, mi-octobre de la même année, entre l'Arsenal de Paris et Vincennes. Il aurait parcouru apparemment 1 heure, un tout petit peu plus de 4 km. Bon. C'est sans doute ce jour-là, au cours de cet essai, qu'aurait eu lieu ce fameux accident, ce fameux premier accident d'automobile. Ce qu'il laisse en tout cas à penser, c'est que le fardier doit être réparé. Et une autre série d'essais est prévue mi-juillet 1771. Néanmoins, ils n'auront jamais lieu, en ce sens que le duc de Choiseul, effectivement, a été exilé et que son successeur n'a aucun intérêt, effectivement, pour la modernité. C'est un traditionnaliste, il laisse tomber le projet de Cugnot. Et ce fardier est remisé effectivement à l'Arsenal. Napoléon se serait intéressé au projet
mais ça n'alla pas beaucoup plus loin en ce sens qu'il préparait son expédition en Égypte. Néanmoins, il prit soin effectivement de remercier Cugnot en le pensionnant à vie. Le problème du fardier, effectivement, d'abord c'est sa lourdeur, ça pèse 2,8 tonnes. À pleine charge, on est aux alentours de 7 à 8 tonnes. On a une mauvaise proportion de la chaudière. Elle offre une autonomie de 12 à 15 minutes à ce véhicule. 12 à 15 minutes de plus pour relancer la machine. Il faut attendre que la chaudière se refroidisse. Ce véhicule, on ne va pas dire que c'est un échec, mais il montre de nombreuses limites. La chaudière, la masse de la chaudière pleine, la masse du moteur, la transmission qui repose sur la roue avant, la roue motrice. Et on connaît l'état des routes à la fin du XVIIIe siècle. La roue a tendance à s'enfoncer, donc on va multiplier les effets de friction. Ce véhicule marque ses limites mécaniquement, techniquement parlant, mais il est confronté aussi à un réseau routier qui n'est pas à la hauteur du projet de Cugnot. Si l'idée d'utiliser la machine à vapeur pour un véhicule terrestre s'incarnera, et on le sait avec quel succès, au travers du chemin de fer au cours du XIXe siècle, il faudra attendre une petite centaine d'années, effectivement, pour que l'idée de l'automobile revienne en force. Nous sommes désormais un peu plus de 100 ans après le fardier de Cugnot, et le contexte a beaucoup changé. En fait, il y a plusieurs technologies en concurrence. Bien sûr, la vapeur, mais aussi le thermique, l'électrique, le gaz, l'hybride. Il y a des besoins de mobilité également. La société s'est étendue, s'est urbanisée, ce qui pose de nouvelles problématiques de transport. Le réseau de route s'est densifié, réseau sur lequel circulent tous les véhicules hippomobiles. Et puis, il y a de nombreux entrepreneurs, inventeurs, qui tentent de faire rouler des objets avec un moteur. En France, à la fin du XIXe siècle, il y a plus de 600 constructeurs ou futurs constructeurs automobiles. Ce sont les startups de l'époque. Dans ce contexte, va progressivement émerger une industrie et un dominant design. Alors, parmi les entrepreneurs de cette période, on trouve en particulier les frères Serpollet, Henri et Léon Serpollet, deux mécaniciens de l'Ain qui vont tenter de faire triompher l'automobile à vapeur. Nous sommes ici devant le tricycle à vapeur de Serpollet de 1888, utilisant à l'arrière une chaudière à vapeur instantanée. On retrouve un tricycle dont les roues sont en bois, comme les diligences et les véhicules hippomobiles, qui reprend l'idée d'un frein de diligence. Et puis on trouve, pour s'installer, un conducteur, des passagers. On notera bien qu'ils sont en vis-à-vis. Le conducteur peut être en vis-à-vis du passager. On a un système de direction qui n'est pas encore un volant et un système de transmission par chaîne. Alors ce tricycle est un prototype d'une courte série et chacun de ces tricycles pouvait atteindre la vitesse d'environ 25 km/h. Par rapport à l'obéissante d'Amédée Bollé, on retrouve ce caractère très hybride de la machine. Une machine qui hybride toutes les technologies les plus performantes de leur temps. La grande différence avec l'Amédée Bollé, c'est que celle-ci a été autorisée à circuler dans Paris. Dans un milieu très proche et dans le milieu de cette industrie automobile naissante, d'autres constructeurs vont imposer d'autres types de motorisation. Chez Peugeot, ce quadricycle de 1893 en particulier, est constitué d'une motorisation à moteur à essence. Grande différence et concurrente du système de motorisation à vapeur. On retrouve des éléments très similaires. Le conducteur, les passagers sont toujours en vis-à-vis. Le système de direction est toujours une sorte de guidon, mais n'est pas encore un volant. Les roues ont un peu évolué. On retrouve une gaine en caoutchouc qui fait une sorte de préfiguration de ce que seront les pneumatiques. Toujours est-il que l'identité de ce produit n'est pas encore tout à fait fixée. Et on est encore dans une industrie automobile qui se cherche et qui est en train de s'inventer. Nous sommes ici devant la Ford T de 1908. Ce véhicule incarne le dominant design contemporain de l'automobile. On reconnaît aisément les propriétés d'une voiture. 4 roues équipées de pneumatiques, un moteur au demeurant thermique à l'avant, 2 passagers confortablement installés, un pare-brise, un volant. C'est un véhicule qui est très facile à conduire, facile à prendre en main. Boîte automatique, 3 pédales, une pour avancer, une pour reculer, une pour freiner. Le gouvernement américain mettra en place un permis de conduire qui favorisera sa diffusion.
C'est une voiture également qui est facile à réparer, notamment pour les fermiers américains. Elle est vendue avec une boîte à outils qui correspond au savoir-faire de bricolage de ses clients. Mais le dominant design, au-delà des propriétés qui caractérisent l'objet, c'est aussi une manière de le fabriquer. Cette voiture est produite à de nombreux exemplaires. En 20 ans, l'usine de Détroit, la fameuse usine rouge de Ford, que visiteront notamment Citroën et Renault, André Citroën et Louis Renault, produira plus de 14 600 000 voitures. Au sortir de la Première Guerre mondiale, plus d'un véhicule sur deux neuf vendu aux États-Unis est cette Ford T noire. Alors nous avons rencontré des fiacres, des calèches, des diligences, des véhicules hybrides, des véhicules à vapeur, des véhicules thermiques. Nous avons ici une voiture, un objet qui est reconnu comme une automobile pour ce qu'il est et qui incarne le dominant design de l'automobile.